Bonjour à tous, 20 ans franc avec vous. Nous sommes le mardi 26 février 2019. J'espère que vous allez bien ce matin. Alors bonjour Gilles, j'espère que vous allez bien. Jonas, que je salue également. Bonjour à vous. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, Gérard, que je salue également. Loïc, François, très heureux de vous retrouver. Raymond, bien le bonjour. Euh, donc la livre qui rebondit depuis hier, qui surperforme. On a eu notamment des déclarations du Parti travailliste, qui est le principal parti d'opposition de Theresa May, qui a annoncé donc deux choses qui ne sont pas nouvelles, hein, mais déjà que ce parti soutiendrait et même proposerait l'organisation d'un second référendum s'il n'y avait pas d'accord trouvé avec Bruxelles. Donc ça, voilà, on le sait déjà, mais bon, ça a été répété. Et secondo, nous avons eu l'annonce, pareil, du Parti travailliste qui a déclaré qu'il soutiendrait un report du Brexit s'il n'y a pas d'accord trouvé tout simplement entre Theresa May et Bruxelles, parce que vous savez que les deux parties sont retournées en négociation depuis le 15 janvier. Donc voilà, le Parlement qui votera s'il y a un accord trouvé, eh bien le 12 mars, puisque ça a été reporté par Theresa May. L'UE en a profité, enfin d'après The Guardian, un journal anglais, qui a annoncé que l'UE étudierait la possibilité d'un report de 2 ans du Brexit. Donc voilà, ça ne serait pas 6 mois, ça ne serait pas un an, ça serait près de 2 ans. Euh, donc euh, donc voilà, donc a priori les travaillistes soutiendraient cette proposition si elle a lieu d'un report de 18 mois, enfin à peu près, voilà, et, et également d'un nouveau référendum. Donc ça, c'est positif pour le marché qui paye la livre depuis hier, la livre qui est un plus haut depuis un mois face à l'euro et les dollars, étant donné que le marché anticipe justement le report du Brexit, puisqu'on est à on est à moins de 40 jours du Brexit et il n'y a toujours pas d'accord qui est trouvé. Donc il faut qu'il y ait un accord qui soit trouvé. Il faut que le Parlement britannique ratifie l'accord, ainsi que les 27 chefs d'État qui valident l'accord également. Donc vous voyez, on est retourné quasiment au point de départ depuis la mi-janvier. Donc voilà, est-ce qu'il y aura un accord qui sera ratifié, etc. d'ici la fin du mois de mars? Peut-être, hein, on ne sait jamais, mais bon, les probabilités pour le moment, elles ne sont pas en faveur de ce scénario-là. Donc le marché price un report du Brexit parce que c'est pas imaginable que on ait un Brexit sans accord à la fin du mois de mars. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'aucun avion britannique ne pourrait survoler l'Europe. Voilà, aucun échange commercial entre l'UE et le Royaume-Uni, puisqu'il n'y aurait pas de traité commercial. Enfin, voilà, c'est pas vraiment inimaginable, vous voyez. Enfin, c'est pas vraiment imaginable, excusez-moi. Voilà, donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, donc je vous présente l'avertissement égal sur risque. Je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet levé amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors au niveau des performances, hier on a eu Wall Street qui a clôturé en hausse, même si voilà la tendance elle s'est un petit peu renversée, les gains se sont atténués en fin de séance. Si vous regardez le S&P ou même les autres indices américains, ils ont gapé à la hausse. Il y a eu 1 à 2 heures de hausse et ensuite on a eu la baisse à cause la baisse des cours de pétrole. On a également finalement voyez, la fin de la trêve commerciale, le report de la fin de la trêve commerciale qui avait été déjà intégré dans les prix depuis le début du mois de février. Donc voilà, c'est un peu achat de la rumeur, vente de la nouvelle, vous voyez. Donc là, finalement, le prolongement de la trêve commerciale, il n'y a pas, ça a été profitable lundi légèrement, mais ça n'a pas non plus été, c'est pas un catalyseur, vous voyez, qui crée de l'euphorie puisque ça a déjà été intégré dans les prix. Voilà. Et bien que Donald Trump a déclaré hier qu'il y avait eu des progrès très très importants, entre États-Unis et la Chine, on n'a eu ni de déclaration, ni de communiqué officiel de la Chine, ni de communiqué officiel de la Maison Blanche. Donc voilà, c'est faut vraiment que il y ait des avancées concrètes, sinon le marché va tomber de très haut, d'accord. Donc voilà. Et dans le même temps, ce qui est un petit peu voilà à surveiller, c'est ce VIX. Regardez le VIX, il bondit de près de 10%, alors que les marchés actions sont en hausse. Ça, normalement, alors ça peut arriver pendant quelques séances, mais 10% quand même, c'est beaucoup. Une hausse de 10% du VIX et il n'y a pas de baisse sur les marchés américains. J'ai pas fait d'études
quantitatif dessus. Faudrait que j'essaierai de la faire aujourd'hui, mais c'est assez rare, il me semble, hein. C'est quand même assez rare. Voilà. Donc voilà, je regarderai. Ce matin, qu'est-ce que nous avons? On a, eh bien, regardez, le Nikkei et le MSCI Asie ex Japon qui sont en baisse. On a le CSI 300, vous savez, les grosses caps chinois, c'est l'équivalent du S&P 500, sauf ces 300 capitalisations boursières de la Chine. Donc voilà, en général, on compare le S&P 500, le benchmark on va dire chinois, ça va être le CSI 300. Donc le CSI, pareil, il est en baisse. Donc voilà, que ce soit en Chine, dans les émergents asiatiques, que ce soit au Japon, on est dans le rouge. Donc ce matin, voilà, les indices européens ouvrent en baisse. Le gold est en baisse également parce qu'on a une légère hausse des devises refuges. Alors le GBP surperforme, mais sinon ensuite c'est quoi? C'est le dollar, le yen et le franc qui surperforment le FX. Donc on voit qu'on a plutôt la version au risque ce matin. On a une baisse des actifs des marchés actions, on a une hausse du yen, on a une hausse du dollar, on a une hausse du franc. Voilà, j'en profite pour vous annoncer qu'aujourd'hui, ça sera une journée très spéciale puisque nous aurons 4 webinaires chez DailyFX aujourd'hui. Alors il y a ce webinaire là que vous participez déjà, mais sinon, comme vous savez, tous les mardis, on a dorénavant, enfin j'organise avec Vincent Gann, un compatriote, eh bien un webinaire hebdomadaire où on vous propose une conviction, enfin voilà, une stratégie. Donc je vais pas vous dire c'est laquelle dans ce webinaire, mais voilà, pour la savoir, ça dure rapidement, on veut faire un format très court, c'est 15 minutes, c'est à 11 heures. Ce webinaire en binôme avec moi, enfin moi et Vincent Gann. Voilà. Ensuite 13 heures, nous aurons un webinaire, la revue de marché de Yoav Nizar. Et enfin, un webinaire très 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 spécial puisqu'il est unique. C'est une interview de Trent France. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un compte voilà qui est de plus en plus influent quand même dans la francophonie sur Twitter, ou en tout cas qui gagne vraiment, qui est très très apprécié. Donc et personnellement j'aime bien son contenu. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de vous partager son profil et d'en savoir un peu plus finalement parce que il va nous proposer sa méthode de trading voilà qui me semble très très intéressant. Donc ce que je vous invite c'est vraiment de participer à ce webinaire, cette interview, à me poser des questions, ça me fera plaisir, ça le fera plaisir. Et il a 15 ans d'expérience dans le trading, c'est pas un professionnel mais c'est un amateur quand même qui a énormément d'expérience. J'ai eu l'occasion déjà de lui parler. Donc voilà, je vous invite vraiment à nous rejoindre et à poser vos questions. Donc voilà, je vous envoie le lien d'inscription. Alors mouvement de panique sur le VIX, non, on peut pas parler de panique, on peut pas parler de mouvement de panique, mais ça montre quoi? Ça montre que la volatilité sur les options augmente. Donc c'est-à-dire que le marché commence à se couvrir. Ça y est, le marché commence à se couvrir. Alors ça fait qu'une séance qui est en hausse de 10%. On peut pas parler, vous voyez, de comment dire, de panique, hein. Mais bon, on a quand même, alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un rate of change. Ça s'appelle taux de changement sur la version française, voilà. Taux de changement, on va se mettre sur une période. Et nous allons mettre en histogramme. Voilà, donc 9 et quelques. Vous voyez que la plupart du temps, alors ce qui est bien, c'est qu'on peut ajouter des bandes de Bollinger, ce qui va nous permettre de voir un petit peu ce qui est normal et ce qui est pas normal, puisque vous savez que voilà, on considère que dès qu'on a une activité au-dessus de deux écarts, de standard déviation, j'ai plus le mot en français, excusez-moi, je perds mes mots, eh bien on est dans un mouvement de mouvement spécial. Donc là on est toujours, vous voyez, dans les deux écarts entre les bandes. Donc oui, on a une hausse de 10%, mais vous voyez, on n'a pas de panique, hein, on n'a pas ce mouvement-là, on n'a pas, vous voyez, ces mouvements de panique-là. Donc pour le moment, rien d'inquiétant, hein, sur le VIX, mais bon, si la collation devient positive, rappelez-vous ce qui s'était passé en janvier de l'année dernière. En janvier, on avait le VIX qui augmentait et le S&P qui augmentait. Et rappelez-vous ce qui s'était passé quelques jours après, eh bien on avait eu la chute de 10%, il me semble, c'était 10%, oui, du S&P 500. Donc voilà, vous voyez,
Là, on avait une corrélation qui était devenue positive. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ajouter un coefficient de corrélation de court terme. Coefficient de corrélation, par exemple, de 20 jours, 20 séances. Alors, s'il veut bien. Ah, voilà. SP1. Voilà. Donc là, on va se mettre sur 20 jours, 20 séances. 20 séances. Donc là, vous voyez, elle était devenue positive. Donc ça, c'est un message d'alerte. Hein. C'est clairement un message d'alerte pour le S&P. Donc là, on a quand même une corrélation qui est encore très négative. Donc on ne peut pas parler, vous voyez, de divergence entre le VIX et le S&P. Pour le moment, les deux sont parfaitement corrélés négativement. On est à moins 93%. Mais voilà, si, regardez ici, la corrélation, elle commençait à devenir nulle. Donc vous voyez, la corrélation à court terme devenait positive. Et on a eu le top qui s'est fait. Donc cette corrélation, elle est importante à suivre. Cette corrélation peut être très utile d'un point de vue trading. Voilà. Faudrait backtester un petit peu tout ça, mais ça peut être intéressant de trader selon. Alors ça, c'est que valable sur du moyen terme, hein, c'est pas valable sur de l'intraday, mais on voit que dès qu'on a une corrélation qui devient positive, bon, à part ici où c'était un faux signal, mais regardez là, corrélation positive, on avait bon une consolidation, on n'avait pas une chute, mais quand même on avait une petite baisse du S&P 500. Vous voyez que la plupart du temps, la corrélation, elle est quoi? Elle est négative. Hein. C'est très rare qu'on ait une corrélation qui est positive. Là, vous voyez, corrélation positive, baisse du S&P. Corrélation positive, légère baisse du S&P. Donc ça, c'est des messages d'alerte. Ça va pas être un message de crack, mais c'est un message d'alerte sur du court terme. Donc là, la corrélation, elle est encore extrêmement peu négative, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais clairement, le VIX, s'il commence à avancer davantage, de rebondir et que le S&P continue sa hausse, faudra commencer à s'inquiéter. Donc pour le moment, le VIX, il y a rien à, on peut pas l'exploiter on peut pas exploiter le rebond d'hier, mais voilà, faut commencer à surveiller. Parce qu'une hausse de 10%, voilà, ça commence à être pas mal, c'est pas un mouvement de panique, mais ça commence à être pas mal. Au niveau des cycliques, on voit que les cycliques rebondissent, mais bon, on est toujours dans un range, on n'est pas comme le S&P qui inscrit des nouveaux plus annuels depuis un mois. Les cours de pétrole sont en baisse, donc ça pareil, c'est un facteur négatif pour l'appétit au risque. Donc je regarde le S&P en intraday. Le S&P en intraday, bon, rien n'a changé vraiment depuis ces dernières heures. Hein. Depuis hier, on est toujours dans ce canal. Vous voyez qu'on a gapé à la hausse. Et finalement, les deux derniers chandeliers 4 heures ont été dans le rouge. Donc on comble le gap. Voilà, on comble le gap. Mais bon, concrètement, tant qu'on reste dans ce canal en vert, voilà, tant qu'on reste dans ce canal, bon, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. On a dépassé les 2802. Mais on est toujours sous les 2821. C'est la résistance, c'est la zone tampon. Regardez, si je devais un petit peu... Alors, vous voyez cette zone-là, bon, elle est assez large, mais c'est une zone vraiment tampon. Où il y a une probabilité où c'est pas le moment d'acheter. Il faut surveiller les ventes, d'accord? Faut pas le vendre à l'aveugle, hein, mais voilà, c'est vraiment une zone où on voit résistance, 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 enfin devenu support, ensuite redevenu résistance. Donc là, c'est clairement à surveiller. Il faut qu'on passe absolument au-dessus des 2821 pour envisager d'aller chercher les plus hauts historiques. D'accord. Là, on voit que le RSI commence à ralentir. Il n'y a pas de divergence, mais voilà, encore une fois, c'est à surveiller. En 8 heures, pareil, on a un RSI, par contre là, il diverge à la baisse. Mais bon, on est encore très loin de 50, on est encore très loin de passer sous 50, donc pas d'inquiétude. Vraiment, le signal, si on ne devait en avoir qu'un seul à surveiller, et celui que je vous invite à surveiller, c'est vraiment ce canal. Si on sort par le bas, ça y est, on retourne à 2603. Alors les traders agressifs peuvent, comme la semaine dernière, chercher à vendre cette résistance et mettre un stop au-dessus des 2821. Moi, personnellement, je pense que c'est envisageable. D'un point de vue trading, c'est cohérent. Au-dessus d'une résistance, on voit qu'on est dans de l'essoufflement. Après, voilà, on peut se faire stopper. Hein, ça fait partie des traders. Enfin, forcément, un trader agressif, il prend beaucoup plus de risques. Mais bon, d'un point de vue ratio risque-rendement, vous voyez, là, par rapport au prix actuel, euh, vous risquez aller au maximum 50 points, parce que 50 points, c'est quand même un stop qui a 2850. Donc, vous pouvez même, vous voyez, risquer 40 points pour potentiellement aller chercher des 180. Vous voyez, ça fait un ratio de rendement extrêmement sympathique si bien évidemment le scénario se concrétise.
Un trader agressif peut prendre plus de risques, mais il faut obligatoirement que l'opportunité en vale la peine. Si vous êtes un trader défensif, vous pouvez parfois également prendre de risques, vous pouvez devenir des traders agressifs ponctuellement, à condition que vous avez une bonne opportunité. C'est quoi une bonne opportunité? Eh bien, c'est un ratio de rendement qui est très très intéressant. Imaginons vous, votre moyenne, c'est quoi? C'est voilà, vous tradez un ratio de rendement de 2, vous cherchez des ratios de rendement de 2. Si demain vous voyez une configuration technique qui est inspirante et qui affiche un ratio score rendement du double, plus du double, par exemple 4 voire 5, vous pouvez ponctuellement, vous voyez, tenter ce trade agressif. Voilà, donc à vous de voir, chacun a son propre opinion et moi je ne suis pas là pour vous dire s'il faut acheter ou vendre. Et voilà, et de toute façon, nous en parlerons un peu plus tard de ces indices. Donc là, je vais faire vraiment un petit tour. Vraiment, si vous voulez mes scénarios, voilà, je vous fais un petit, du coup, voilà, je vous dis à peu près ce qu'on va parler avec Vincent. Mais avec Vincent, on va parler des indices et on va vous proposer nos vues et surtout nos stratégies pour les indices. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous à 11h, heure française, bien évidemment, pour 15 minutes de discussion sur les indices entre Vincent et moi. Voilà, donc je veux faire rapidement un point sur les indices. J'ai pas envie de passer trop de temps non plus, mais parce que j'en parlais à 11h. Mais là, pareil, le DAX, regardez, entre la ligne de coup. Alors là, le DAX, il est un bon. Le DAX, on est entre alors une épaule tête épaule de long terme et une épaule de court terme. Donc on est un petit peu voilà dans l'indécision. Pour moi, il faut attendre qu'on passe au-dessous de la ligne de coup pour avoir réellement des convictions haussières ou que le S&P passe au-dessus des 2821. Voilà. Donc là, pour le moment, DAX, vous voyez, on ne garde pas la baisse. Je pense pas qu'on va avoir un momentum baissier. Je pense qu'on va rester vraiment à l'équilibre entre 11 400 et les plus hauts d'hier. Ça m'étonnerait qu'on aille chercher les plus hauts d'hier, mais voilà, je pense qu'on va pas non plus aller chercher, voyez, les 11 000. On va chercher les 11 400 quoi, mais pas plus bas. Je ne vois pas les plus bas. Vous voyez là, on a une résistance à court terme à 11 389. Donc 11 389, c'est le plus bas, je pense, intraday qu'on ira chercher. Alors je passe sur le forex puisque voilà, je ne vais pas m'attarder sur les indices comme je vous l'ai dit. Le forex, alors l'euro est en légère hausse, alors il n'y a pas vraiment de raison pour moi d'acheter l'euro à très court terme. En tout cas, la hausse de l'euro depuis le début de semaine n'est pas due à des chiffres macroéconomiques. C'est simplement compte tenu du fait que le marché regagne confiance. On le voit, on a eu un peu d'appétit au risque hier. Les émergents progressent, donc forcément on a une vente du dollar, ce qui fait mécaniquement remonter l'euro et l'or. Voilà, donc l'euro est en hausse, mais c'est pas grâce à la zone euro, hein, faut être clair. Mais bon, techniquement, les perspectives sont haussières jusqu'en haut de ce triangle, au vu du momentum dans lequel l'euro, enfin, qu'on a actuellement sur l'euro. Ça m'étonnerait qu'on ait cherché un 15, vous voyez. On ira plutôt chercher un 14, un 14 et quelques. Vous voyez, donc faut pas s'attendre non plus à une hausse extrêmement importante. Alors c'est possible qu'on ait cherché un 15, mais ça nécessitera de non seulement casser cette oblique baissière qui fait pression quand même depuis à peu près 6 mois et de sortir par le haut de ce range dans lequel l'euro évolue depuis le début de l'année. Donc voilà, c'est possible, mais ça nécessitera des arguments politiques ou macroéconomiques. C'est-à-dire, soit on a un accord sur le Brexit, et dans ce cas-là, c'est vendre du dollar, puisque le dollar, voilà, c'est une devise refuge. À l'inverse, les devises européennes, eh bien, s'apprécieront, en profiteront énormément. Dont l'euro, attention, hein, le Brexit impacte l'euro et tous les actifs européens. Parce que le Brexit, ça met un voile un petit peu, une brume, un brouillard sur les perspectives européennes. C'est clair que si on avait un soft Brexit, les perspectives seraient beaucoup plus claires pour les investisseurs, parce que pour le moment, les investisseurs ne savent pas réellement si ça va être un soft ou un Brexit. Vous voyez, ils spéculent, mais personne ne sait. Donc si demain ce voile est levé et qu'on sait qu'on aura un soft Brexit, eh bien ça pourrait permettre aux investisseurs de voilà se repositionner revenir en Europe puisque les perspectives seraient beaucoup plus claires. Ensuite, donc l'euro bullish à court terme. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à un momentum très très important. L'euro GBP. Alors, l'euro GBP proche de ses plus bas de l'année, hein, qui est alors plus bas de l'année.
Plus bas de l'année, c'est celui-ci, 0,8620. 0,8620, il n'y a pas grand-chose à faire. Au-dessus de 0,8620, vraiment, voilà, je pense que, enfin, oui, au-dessus, il n'y a pas grand-chose à faire. Si vous êtes à la vente sur le Roche BP, je pense que 0,8620, c'est une zone de prise de bénéfice, clairement. Par contre, si on passe sous 0,8620, ce qui est possible si on a un soft Brexit, puisque voilà, on sait que les devises européennes s'apprécieront, mais celle qui profitera le plus d'un soft Brexit, c'est bien évidemment le GBP. D'accord, faut pas, c'est pas la livre, c'est pas l'euro qui va surperformer la livre si on a un accord, si on a un soft Brexit. Ça m'étonnerait en tout cas. Ça m'étonnerait. Donc, on irait chercher si on a un breakout des 0,8620. Honnêtement, on aurait une perspective baissière dans le fond. Hein, je dis bien dans le fond jusqu'à 0,83. Maintenant, je pense en fait, vous voyez qu'on est re-rentré finalement dans ce canal. Donc, il va falloir, vous voyez, ah, pardon, excusez-moi. Voilà, il va falloir en fait s'attendre à ce qu'on a cherché le bas du canal, puis un rebond, vous voyez, et qu'on tende vers 0,83. On n'ira pas chez 0,83 en ligne droite. Hein, ça m'étonne. Enfin, je vois pas comment ça pourrait arriver. Donc voilà, si on a briqué au des 0,8620, ça sera direction le bas du canal. Ça sera direction le bas du canal tout simplement. Au niveau du GBP USD, alors le GBP USD, alors vous voyez qu'il est en hausse. Hein. Là c'est direction 1,32, c'est direction les plus hauts de l'année. Du 28 janvier, vous voyez 1,32. Si on a breaké au D 1,32, même topo que sur l'euro GBP, c'est-à-dire que on ira chercher cette fois-ci les 1,33, 1,33 qui correspondent en journalier. Vous voyez à alors voilà, ce sommet, je dirais même plutôt. Alors, je vais modifier celui-là parce qu'en fait c'est pas un 33 qui est plus important, c'est un 34, un 35. Vous voyez que là on a eu donc le vote du Brexit, l'achat, donc là 1,28, c'est pour ça que c'était un niveau de support important ici, ici, ici. D'accord, 1,26 pardon. Et ensuite on a eu un rebond jusqu'à légèrement en dessous de 1,35, 1,34,81. Donc si on a un breakout des 1,32, honnêtement la voie sera ouverte pour un retour à 1,35. Maintenant, voilà, c'est pareil, il faut pas s'attendre à une hausse en ligne droite jusqu'à 1,35. Je pense que va falloir s'attendre à des phases de respiration, voilà. Donc ça passe par des retracements. Ça passe par des retracements. Donc va falloir trader et faire attention aux divergences parce que sur le GBP en 4 heures les divergences fonctionnent assez bien comme vous pouvez le constater ici, divergence baissière, le top, divergence haussière, le bottom, voilà, divergences sont assez intéressantes sur le GBP. Donc là voilà, le RSI il est correctement orienté à la hausse, on va aller chercher les 1,32. Maintenant la question c'est est-ce que on casse les 1,32 et dans ce cas-là on va tendre vers les 1,34,81, il faudra surveiller le RSI, ou soit on a une divergence qui commence à se former, on va chercher un 32 et ensuite, voilà, on va revenir en bas du canal. Ça va être qui tout double. Donc le GBP en tout cas, à court terme, c'est direction 1,32 $. Finalement, le point commun, c'est que le DXY est en baisse. Et comme on a parlé hier, on avait une épaule, tête-épaule, qui a été validée la semaine dernière, qui donne un objectif baissier jusqu'à 95,50. On a une divergence baissière du momentum. Voilà, bon, le momentum, il n'est pas génial, mais voilà, on a une baisse. Et je pense que les perspectives sont plutôt baissières sur le dollar à court terme. Techniquement, voilà, c'est en tout cas ce que me dit l'analyse technique. Donc voilà, perspective baissière dollar. Comme je l'ai dit hier, il y avait soit l'opportunité d'acheter l'euro-dollar, soit d'acheter le GBP-USD, ou soit au lieu d'acheter l'euro-dollar et le GBP-USD, vous vendiez le DXY, puisqu'on sait que l'euro-dollar plus le GBP-USD, c'est quoi? C'est 75% du DXY. Donc voilà, autant vendre le DXY que simplement acheter l'euro-dollar ou simplement acheter et en même temps acheter le GBP-USD. Voilà, donc dollar perspective baissière. Perspective baissière. Alors je regarde vos questions. Alors pourquoi faire à 11h en même temps que Paradise Live Trading? Alors bonne question. Alors en fait la réflexion derrière, c'est que bon on a quand même pas mal de webinaires en début de semaine chez Daily FX. Hein. Le lundi on a 4, 3 pardon, on a 3. Le mardi on en avait 2.
Mais si on fait une conviction pour la semaine, je trouvais ça bête de le faire le mardi soir, enfin le mardi en fin d'après-midi, ou même le mercredi. Vous voyez, donc stratégie de la semaine, ça propose le plus tôt possible dans la semaine. Sauf que c'était impossible de le faire lundi, puisque voilà, Yoav fait déjà sa stratégie de la semaine le lundi après-midi. Et personnellement, enchaîner un webinaire à 9h et à 10h, ça me semble assez compliqué. Vous voyez. Donc voilà, l'idée c'était de le faire le plus tôt possible dans la semaine, mais en même temps de pas d'avoir voilà des petits moments de pause. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé 11h, on pouvait pas le faire à midi, on pouvait pas le faire à 13h parce que c'est le moment où les personnes voilà mangent. 14h, vous voyez, une stratégie de la semaine mardi à 14h, il y a déjà quand même pas mal de, vous voyez, c'est quand même c'est pas la moitié de la semaine, mais on a déjà fait un quart, même plus d'un quart de la semaine. Donc voilà. Voilà pourquoi on le fait à 11h. Ça dure un quart d'heure. Pour ceux qui, de toute façon, voilà, moi, ce que je vous invite, c'est à participer une fois. Et si vous préférez le webinaire de Alexandre Baradez, vous pouvez très bien participer au webinaire d'Alexandre Baradez et regarder le webinaire que je fais avec Vincent en replay, puisqu'il est disponible en replay quelques heures après, vous voyez. Donc voilà. De toute façon, que ce soit le Market Live ou le webinaire que je fais avec Vincent, ils sont tous les deux en replay. Donc ensuite, vous faites votre choix, vous voyez. Et, euh, et voilà. Un mot sur l'Eurocad. Un mot. Alors, on me dit 10h45. Alors, Loïc qui me dit 10h45. Oui, en théorie, c'est possible 10h45. Maintenant, voilà, moi, j'écris aussi des articles. Et si vous voyez mon webinaire, je le termine à 10h. Écrire un article entre 10h et 10h45, c'est un petit peu court. En plus, il faut préparer le webinaire. Donc, voilà, déjà, il y a 2 semaines, 11h, c'est assez court pour faire tout ça. 10h45, ça me semble très compliqué. Maintenant, voilà, si on a beaucoup de demandes de la part des auditeurs qui veulent le webinaire à 10h45, nous le décalerons à 10h45. Mais, euh, mais pour le moment, bon, il y a que vous pour le moment, Loïc, qui suggère 10h45. J'entends bien. S'il y a plusieurs demandes, encore une fois, nous le décalerons. Nous le décalerons avec sans aucun souci. Voilà, on essaye vraiment de faire notre mieux. On essaie de pas proposer des stratégies trop tard dans la semaine, le plus tôt possible, mais en même temps, voilà, il n'y a pas que les webinaires, il y a aussi des articles à faire, etc. Donc voilà, c'est un petit peu un compromis qu'on essaye de faire. Il y a également l'agenda de Vincent. Voilà, faut trouver des créneaux, c'est pas forcément facile. Alors, vous savez ce qui a pu pousser l'USD Yen à 111,23 hier soir? Alors, l'USD Yen 111,23. Alors, excellente question, non. Alors, l'USD Yen, alors achat de dollars, qu'est-ce qui a provoqué l'achat de dollars hier soir? Alors c'était pas vraiment hier soir, hein. On a eu le sorti, ensuite on a eu le mouvement à 16h. Euh, alors non, je ne saurais pas vous dire parce que c'était un mouvement que sur l'USD Yen, on n'a pas eu ce mouvement sur l'euro dollar, donc peut-être que ça vient du Yen. Alors regardons les paires en Yen avec des Yens, est-ce qu'on a eu le même mouvement? On a eu un mouvement, mais ça, ouais, ça c'est pas été nettement différent par rapport au précédent. Regardons l'euro Yen. Alors il n'y a pas eu d'annonce important au Japon hier. Euh, alors l'euro yen Paris s'est emballé, donc ça vient du yen, hein. Ça vient du yen. Alors je me renseignerai. Honnêtement, j'ai pas vu d'annonce. Euh, Peut-être que ça vient de la version risque en fin de séance, parce que comme je vous l'ai dit, alors vous savez quoi, le mieux c'est qu'on regarde. On va regarder, donc on va revenir sur la S&P, on va se mettre sur du horaire, d'accord, on va se mettre sur du très court terme, d'accord, donc là on est sur du horaire et on va superposer avec l'USD Yen. En théorie, ça devrait être corrélé, hein. Voilà, donc à mon avis, vous voyez que ça vient en fait du renversement. En fait, en début de séance, on a gapé à la hausse, puisque voilà, le dimanche, on avait eu Donald Trump qui avait déclaré le report de la trêve commerciale. Ça, c'était positif, mais finalement, on avait plus de, ça avait déjà été, c'était 95% intégré dans les prix. Donc, on n'avait plus d'arguments pour acheter, enfin, les marchés n'avaient plus d'arguments pour acheter les marchés actions.
Et on a eu depuis, et c'est d'ailleurs depuis la séance américaine qu'on a pas de l'aversion au risque, mais on a des prises de bénéfices. On voit les indices chinois, asiatiques, européens, voilà, ils sont dans le rouge. Hein. Ils sont dans le rouge aujourd'hui. Et on a inverse le yen, le dollar, yen, franc, dollar qui a un peu perdu du terrain, mais le yen qui est en hausse. Donc ça, c'est témoin d'aversion au risque, vous voyez. Donc le marché n'est plus, voilà, n'est pas dans l'achat actuellement de valeurs risquées. Donc vous voyez, bon, l'USD yen, il a bondi hier parce que les traders américains ont payé, ont payé l'annonce, mais ça a été très très rapidement intégré dans les prix. Et du coup, on a eu le renversement. Voilà, donc on voit que ça a gapé. Vous voyez que là, on a eu le gap sur le USD yen, sur le. Ah pardon, là je suis sur le futur. Je suis sur le futur, donc on va se mettre sur le S&P, le normal, SPX index, voilà. Donc là, regardez, là on a la clôture vendredi, là on a l'ouverture lundi. Là on voit qu'on a un gap haussier. Qu'est-ce que fait l'USD yen? Il bondit. Il bondit parce que voilà, le marché payait les valeurs risquées. Donc il vendait du yen. Il vendait du yen, ça fait mécaniquement remonter le dollar face au yen. Mais enfin, on a eu un top qui s'est fait rapidement. Le marché avait déjà intégré dans les prix ce report, ce prolongement de la trêve commerciale. Du coup, voilà, on a eu des prises de bénéfices. Et forcément, le yen a été racheté. Et depuis ce matin, il est acheté encore. Vous voyez qu'on voit que c'est la devise qui surperforme après le GBP. Donc voilà, c'est ça qui explique, selon moi, la hausse du yen, enfin le rebond des paires en yen. Donc du coup, voilà, la baisse du yen à l'ouverture de la séance américaine, mais que peu de temps après, on a eu un achat du yen et donc un repli des paires en yen. Voilà, j'espère que c'est clair et que je vous ai pas embrouillé. Il suffira de vérifier le nombre de visionnages en direct des deux webinaires. Alors oui, enfin après c'est pas comparable parce que sur YouTube la méthode de calcul n'est pas la même que sur GoToWebinar, donc c'est pas possible de comparer. Enfin, il n'y a pas de grand intérêt de comparer les deux chiffres de visionnage parce que sur YouTube le nombre de personnes qui visionnent n'a pas la même. Il me semble que c'est pas le nombre d'utilisateurs. Ouais, il y a quelque chose en tout cas comme cela. Or sur GoToWebinar c'est un utilisateur, c'est une personne. Vous voyez. Avis WTI à court terme. Alors, comme je l'ai dit hier, on avait une divergence baissière qui n'était pas validée. Par contre, fallait attendre que le RSI clôture sous 50 pour valider. Chose qui a été faite assez rapidement puisque, bon, c'était quelque chose que personne ne pouvait anticiper. On a eu un tweet de Donald Trump qui a indiqué que les prix de pétrole étaient trop hauts, montaient trop haut. Ce qu'ils sous-entendaient, eh bien des nouvelles, des nouvelles tensions entre l'OPEP et les États-Unis et surtout une poursuite de la hausse de la production des États-Unis. Je vous rappelle, les États-Unis sont devenus en 2018 les premiers producteurs mondiaux avec 12 millions de barils par jour produits en moyenne en février. 12 millions. Bon, ça reste un net importateur, d'accord? Les États-Unis produisent énormément, mais le premier exportateur mondial, ça reste de loin l'Arabie Saoudite. Les États-Unis sont net importateurs parce que le WTI c'est bien, mais ils ont besoin également de Brent. Les États-Unis ont besoin de barils Brent. Et puisque eux, ils ne produisent que du WTI, eh bien ils sont obligés d'importer du pétrole, d'accord? Et ils n'exportent pas beaucoup de WTI. Ils en exportent. Alors d'après mes derniers chiffres que j'ai vus, c'est pas les plus actualisés, mais il me semble que c'était de l'ordre de 3 millions de barils par jour. Donc 3 par rapport à 12, vous voyez que le ratio il est pas énorme, d'accord? Donc voilà, les États-Unis deviennent premiers producteurs, mais ils ne sont pas premiers importateurs, ils sont premiers exportateurs, ils sont encore net importateurs, d'accord? Donc voilà. Mais bon, le tweet de Donald Trump sous-entend une hausse de la production américaine, une poursuite de la hausse de la production américaine. Peut-être qu'on est chez les 13 millions de barils par jour produits aux États-Unis cette année, c'est possible, d'accord? Et donc comme on en avait parlé hier, divergence baissière, fallait attendre que le RSI passe sous 50. Donc c'est passé après le tweet de Trump. Voilà, donc ça faisait une énorme baisse. Hein. C'était pas, du coup, ça rendait la stratégie inutilisable parce que voilà, si vous attendiez du coup que le RSI passe sous 50, ce qui était le plan, eh bien, en termes de ratio risque-rendement, vous risquiez 223 pips. Pour aller en chercher, c'était cet oblique le premier objectif, puis c'était la ligne de coup de l'épaule tête épaule. Donc même la ligne de coup de l'épaule tête épaule, c'est 187. Donc 223 pour 187, ça fait un ratio risque-rendement inférieur à 1, c'est nul. D'accord? C'est nul. Donc là, le tweet de Trump, bon, il est mal tombé puisque ça, du coup,
le ratio risque-rendement était médiocre, donc c'était vraiment pas intéressant de passer à la vente malgré la divergence baissière. Voilà, donc scénario qui ne pouvait pas être, enfin, qui n'était pas vraiment à utiliser, hein, du coup, enfin exploitable en raison de cette baisse importante. Voilà. Mais bon, en tout cas, on a eu la baisse. Techniquement, c'est assez propre, hein. On peut pas le nier. Divergence baissière, RSI qui passe sous 50. Voilà, on a une baisse. On vient chercher cette oblique de long terme que je vais faire voir tout de suite en journalier, même en hebdo. Bon, en hebdo, c'est support. Ah non, pardon, c'est pas celle-ci. Alors, d'où elle vient? Ah oui, c'est celle-ci. Support, support. Et voyez, on vient tester celle-ci. Donc voilà. Et si on a breakout, si on a dépassement d'intraday, on ira chercher cette résistance. Et ça, cette résistance, ce support qui était auparavant une résistance. Et ce support, c'est plus important. Parce que si on passe en dessous, concrètement, les perspectives seront neutres, puisqu'on reviendrait dans ce range. Voilà, on reviendrait dans ce range. Donc si on le réintègre, bon voilà, la perspective sera baissière jusqu'à 60 $, le bas du range, d'accord, mais voilà, la ligne de l'épaule tête épaule inversée, faudra l'oublier. Mais tant qu'on reste au-dessus de cette ligne de coup, bon là pour le moment techniquement on fait un pullback. On a eu le breakout, on fait le pullback. Donc le scénario n'est pas à mettre à la poubelle. Pas encore en tout cas. Voilà, donc à court terme, je dirais que c'est possible d'aller chercher 63-60. Maintenant, en moyen long terme, les perspectives restent haussières tant qu'on est au-dessus des 63-60 $. Donc ça c'est pour le Brent. WTI c'est pareil. Hein. Il y a juste les niveaux de prix qui changent. Hein. Mais voilà, le WTI, on le voit, journalier, le range qui est le range. Alors, je sais pas si on peut parler d'un range parce que voilà, on n'a pas eu vraiment beaucoup de points de contact, mais voilà, si on passe en dessous des 54,67, la perspective sera baissière jusqu'à cette oblique, puis 50 $. Donc voilà, donc là pareil, d'un point de vue technique, breakout, pullback. Donc pour le moment, le scénario de l'épaule tête épaule inversée n'est pas à mettre à la poubelle, que ce soit sur WTI ou le Brent. Les perspectives restent haussières pour le moment. Et donc voilà, écoutez, moi je n'ai rien d'autre à rajouter. Alors qu'est-ce qu'on peut parler de plus ce matin? Alors prudent sur la livre, parce que voilà, l'euro il arrive proche de ses plus bas face à la livre, donc on pourrait avoir un rachat de position. D'accord, donc là les perspectives baissières me semblent extrêmement limitées sur l'euro GBP. L'eurocad, ah oui pardon, l'eurocad. Euh, l'eurocad. Alors l'eurocad, alors ça c'est du journalier. Donc journalier, bon voilà, on baisse depuis la fin de l'année dernière. Et là, à court terme, l'Eurocad, on n'est plus dans un biseau que dans un canal. On est dans un canal depuis le début de l'année, mais vous voyez que le canal se transforme en biseau, puisqu'on a une oblique, des obliques qui commencent à se rejoindre. D'accord? Ça, c'est un biseau descendant, ce qui est bullish dès qu'on a le breakout. Il faut vraiment attendre le breakout. Si on a une sortie par le haut, théoriquement, l'objectif c'est d'aller retracer intégralement ce biseau. Donc, qu'on aille chercher le début, c'est-à-dire ici, 1,52. Maintenant, voilà, faut être conscient que si on sort par le haut, on est toujours dans le fond dans un canal. On a la moyenne mobile à 200 jours qui est à 1,50 à peu près, et on a une résistance majeure qui est à 1,51,53, 1,51,34 pardon. Donc l'objectif 100%, ça sera un retour à 1,52, mais on aura pas mal de résistance intermédiaire. Voilà, prudence. L'Eurocad, c'est à surveiller. La hausse de l'Eurocad qui pourrait être provoquée par la baisse des cours de pétrole, 2, des chiffres et une amélioration finalement des perspectives en zone euro. Ça passe par la macro, ça passe par de la politique. D'accord. Donc là pour un moment au niveau des banques centrales, on est un peu à découvert, c'est-à-dire qu'on n'a pas de Fed prochainement. Prochain mouvement de la BCE, enfin prochain meeting de la BCE, c'est le 7 mars. Donc voilà, on a encore plusieurs jours de marge au niveau des politiques monétaires. On n'a pas à se concentrer sur celle-ci. Donc voilà. Merci Valentin, au top comme d'habitude. À bientôt. Et bien écoutez, à bientôt Edgy, merci. Merci à vous. Et bien écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc n'oubliez pas de vous inscrire au webinaire avec à 15h Trend France.
n'oubliez pas de vous y inscrire et de me rejoindre dans un peu plus d'une heure pour le webinaire en binôme avec Vincent. Voilà, analyste chevronné, hein, que vous connaissez probablement. Mais voilà, donc je vous renvoie le lien pour rejoindre le webinaire de Trend France. Vraiment, si vous voulez trader les tendances, c'est vraiment voilà, il a une méthode très intéressante et il a une expérience vraiment solide sur les marchés. Donc vraiment, c'est, je pense, euh, un événement qui pourrait voilà, éclaircir quelques points. Voilà donc pour ce marché, merci pour votre attention, je vous souhaite une excellente matinée, je vous dis à tout à l'heure à 11 h pour mon prochain point de marché avec Vincent Gann.